Donc merci d'être venu pour cette prise de parole sur le sujet covoiturage du quotidien, contraintes supplémentaires ou facteurs d'émancipation. Volontairement, c'est un titre qui peut faire racoleur presque autant que la presse People, mais je vous rassure, c'est un petit peu plus sérieux. Donc pour commencer cette intervention, j'ai choisi quelque chose de peu commun. J'ai choisi de vous parler de moi. Donc ici, vous avez deux photos. La première prise en juillet 2010, la deuxième prise en novembre 2021. C'est bien la même personne, c'est bien moi. Sur la première photo, j'ai 18 ans et quelques mois. Là, je suis quelque part sur l'A89 entre Clermont et Bordeaux. Je pars pour mes premières vacances avec des amis. Je fais un petit peu le malin parce que j'ai emprunté la C5 de mon père. Habituellement, je conduis plutôt une BX qui sort du garage de mes grands-parents à Clermont. Je suis vraiment heureux. J'ai mon permis en poche, permis qui est absolument nécessaire d'avoir quand on est un périurbain comme moi à l'époque. J'habite en limite d'agglo. Tous mes amis vivent dans les villages alentours et je suis obligé de prendre la voiture pour me déplacer. Pour mes déplacements quotidiens, je n'ai pas de transport en commun. À cette époque, je suis certain que je posséderai une voiture toute ma vie. La deuxième photo, elle est prise quelques années plus tard. On est en novembre 2021. J'ai quasiment 30 ans. Elle est prise dans la cour de mon immeuble parisien dans le 11e arrondissement. Je viens juste de recevoir mon Véligo. Véligo, c'est l'option de location longue durée de vélo électrique d'Île-de-France Mobilité. En arrivant à Paris, évidemment, j'ai laissé ma voiture. J'ai d'abord pris le métro, qui est redoutablement efficace quand on a la chance de vivre et de travailler dans Paris. Et puis au bout de quelques années, je me suis dit qu'un peu d'air frais sur le visage le matin, ça faisait quand même du bien, donc j'ai décidé de ressortir en surface et je me suis mis au vélo électrique. L'élément qui me semble assez central sur ces deux photos, c'est que la personne de droite n'a absolument aucune leçon à donner à la personne de gauche. Elle n'a pas appris grand-chose de plus, elle a simplement une réalité qui est complètement différente de celle de gauche. Et l'écart qu'il y a entre les deux, c'est un écart qu'on appelle tout simplement une fracture territoriale. Pourquoi je vous ai montré ces photos et pourquoi je tiens vraiment à commencer par ça? C'est parce que pour le coup, j'ai vécu dans ma petite histoire une réalité d'abord périurbaine et ensuite une réalité d'urbain vivant à Paris. Et que du coup, j'ai vraiment pu matérialiser la différence en termes de perception et d'usage de mobilité et surtout la différence qu'il peut y avoir au sujet de la voiture. Et je me demande pourquoi cette image de gauche était aussi fan de voiture alors que je n'étais pas particulièrement fan ni de motorisation ni de carrosserie. Et en fait, c'est simplement parce que la voiture était tellement indispensable à nos vies. J'étais, je pense, l'héritier d'une histoire qui était l'histoire que le XXe siècle nous avait léguée autour de la voiture. Et du coup, je vous propose de passer de cette petite histoire, la mienne, à la grande histoire. La plus grande histoire, c'est celle du XXe siècle, et c'est celle que le XXe siècle a fait, et de la façon dont le XXe siècle a mis la voiture au centre des préoccupations et au centre de la société. Pour ça, on va s'inspirer de deux ouvrages, et notamment de deux auteurs. Le premier, c'est André Gorz, qui a écrit et publié L'idéologie sociale de la bagnole, qui, chez Carros, est un petit peu notre livre de chevet. Et André Gorz explique en 1973 donc l'idéologie sociale de la bagnole, c'est un essai sociopolitique et écologiste qui se livre à une critique en profondeur du rôle de la voiture dans la société et qui explique en quoi la voiture est devenue centrale et en quoi la voiture et la prévalence de l'automobile a conditionné l'aménagement du territoire et surtout a favorisé l'étalement urbain. Il va dessiner une vraie corrélation entre le taux d'équipement des foyers en automobile et l'étalement urbain, puisque la ville avec l'automobile devient invivable et puisqu'on peut, avec des voitures, aller vivre toujours plus loin, eh bien mécaniquement, la possession de l'automobile se développe. Et c'est bien synthétisé par cette citation « Impeccable circularité, donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les ravages que causent les bagnoles ». Le deuxième héritage du XXe siècle sur la voiture, au-delà de l'aménagement du territoire, il peut venir aussi d'une citation de Gorz qui est « La voiture, avant d'être sur la route, elle est dans la tête des gens ». Et du coup, le deuxième héritage, c'est la civilisation automobile que nous a légué le XXe siècle. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des voitures partout, et d'un autre, la voiture
s'est imposée parce qu'elle a gagné la bataille du désir. Ça, pour le coup, c'est un deuxième personnage central qui nous aide à comprendre quel héritage le XXe siècle a légué en matière d'automobile. Cette personne, c'est Bernard Charbonneau, qu'on peut considérer comme un précurseur de la pensée écologiste en France, et qui a écrit dans L'Homoto, publié en 1967, « On croit fabriquer des automobiles, on fabrique une société ». Charbonneau explique que la civilisation de l'automobile a toutes les raisons de s'imposer, et l'avenir lui aura donné raison. D'abord parce que cette civilisation a gagné la bataille du désir. J'en veux pour preuve tout ce qui s'est passé par la suite. J'en veux pour preuve ce que la voiture suscite encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Et on voit que ça continue à se matérialiser avec de très forts publicitaires pour le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, le secteur de l'automobile, c'est le 5e secteur représenté dans les dépenses en publicité. Et on a encore quelque chose autour de la voiture très prégnant dans la tête des gens en France. Donc là, on se parle de l'héritage du XXe siècle, de l'héritage que le XXe siècle a pu laisser au XXIe siècle. Qu'en est-il aujourd'hui en 2024, à l'heure où le XXIe siècle est quand même bien amorcé? On en a fait quasiment un quart. Eh bien, ce dont on s'aperçoit d'abord, c'est le premier constat, c'est que la voiture pour les trajets du quotidien et particulièrement pour les déplacements domicile-travail est encore omniprésente. C'est quasiment 3 déplacements sur 4, pour être plus précis, c'est 72% selon les dernières statistiques de l'INSEE, de personnes qui utilisent leur voiture pour leur déplacement domicile-travail, ce qui semble vraiment absolument énorme, surtout quand c'est combiné avec un autre chiffre qui s'intéresse moins à l'objet voiture qu'à l'usage qui en est fait, c'est-à-dire l'autosolisme, et qui dit que 8 conducteurs sur 10 sont seuls dans leur voiture pour aller travailler. La combinaison de ces deux chiffres fait qu'on peut estimer aujourd'hui en Europe à 450 millions le nombre de sièges vides qui circulent chaque jour, ce qui est absolument énorme. Donc on a un héritage de la voiture qui est laissé avec une civilisation de l'automobile, avec un aménagement du territoire qui est venu par la place centrale de l'automobile. La voiture est encore objet de désir, on est largement seul dans notre voiture. Pourtant, on le sait, l'automobile doit contribuer à la décarbonation. Sur cette diapositive, ce que vous voyez, c'est le graphique qui résume assez bien le plan du SGPE, donc du Secrétariat général à la planification écologique, qui est tout simplement le plan gouvernemental de décarbonation des différents secteurs de l'industrie. Et ici, je me suis focalisé sur les leviers de décarbonation pour l'automobile. Donc ce qui est important, je pense que tout le monde ici l'a à peu près en tête, mais c'est que les transports pèsent pour 30% des émissions de CO2 en France. Et là-dessus, du coup, évidemment, les transports et de façon plus spécifique, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le secteur de l'automobile doit contribuer à l'effort et doit baisser ses émissions de 38% à horizon 2030 par rapport aux émissions de 2019. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le premier volet, le volet majoritaire, ça va être le volet de l'électrification, donc d'avoir un nouveau parc de véhicules à moteur électrique avec batterie à hydrogène. Ça, vous le voyez, on demande une économie d'environ 21 millions de tonnes équivalent CO2 d'ici 2030. Le deuxième levier, c'est la décarbonation du parc existant avec l'introduction de plus en plus de biocarburants. Le troisième, ça va être le report modal, donc ça va être sortir des personnes des voitures pour les pousser au transport en commun ou à l'utilisation de mobilité douce avec le vélo pour commencer. Le quatrième levier, du coup, derrière l'électrification, c'est le covoiturage. Le covoiturage du quotidien, aujourd'hui, doit contribuer à hauteur de quasiment 10%, de 9% à l'effort de décarbonation du secteur automobile. C'est le plan et c'est la trajectoire du SGPE. Et enfin, on a l'autopartage. Voilà. Donc, quand on voit ça, on se dit que la voiture est un héritage laissé par le XXe siècle, qu'elle est partout, qu'aujourd'hui, 3/4 des gens vont travailler en voiture tous les jours, que la plupart d'entre eux sont seuls dans leur voiture, et qu'on va avoir un problème, parce que 3/4 des gens, c'est quand même beaucoup.
Pour la plupart de ces personnes, on peut quand même considérer que qu'on n'est pas vraiment sur un choix de la voiture, mais qu'on est plutôt sur une contrainte, et particulièrement dans les zones périurbaines et rurales. Du coup, j'en viens à la suite de mon propos. Le covoiturage du quotidien peut-il être émancipateur? Alors, forcément, ça paraît un petit peu antithétique d'associer le fait d'aller partager sa voiture, de venir chercher quelqu'un sur son trajet pour aller au travail, avec une dynamique d'émancipation. Néanmoins, si on se place dans un impératif de transformation, donc dans un impératif qui déjà inclut une dimension de contrainte, ou en tout cas de changement de comportement, ce qu'on peut voir avec le covoiturage du quotidien, et c'est ça qui me semble assez fondamental, c'est que ce covoiturage du quotidien fait converger différentes préoccupations qui normalement ne convergent jamais. Et ces préoccupations, c'est d'abord la préoccupation financière pour les usagers, c'est-à-dire gagner en pouvoir d'achat en covoiturant, la dimension sociale aussi, gagner en convivialité, en covoiturant avec des personnes tous les jours, et enfin la dimension environnementale, c'est-à-dire participer à la réduction des émissions de CO2 et de la pollution locale. Le deuxième élément qui me semble important, c'est que ça me semble être un bon élément d'écologie des territoires, d'écologie pragmatique, d'écologie populaire et surtout d'écologie décentralisée, y compris et beaucoup pour les milieux périurbains et ruraux. Donc ici, vous avez la synthèse des 5 avantages principaux. Je l'ai dit, la réduction des émissions de CO2, la réduction de la pollution locale, la réduction de l'engorgement, évidemment, l'augmentation du pouvoir d'achat et le surcroît de convivialité. Alors, évidemment, le covoiturage du quotidien et le fait que ça puisse s'imposer dans les mentalités, ça doit venir et ça doit être porté par un nouveau récit. Mais de la même manière que d'utiliser massivement le vélo en ville. De la même manière qu'un certain nombre de changements de comportement dans les mobilités, qui sont des changements qui sont absolument nécessaires. La question, c'est vraiment de savoir qui va porter ce nouveau récit. Et la conviction que Gérard Renja, qui ouvrait les journées Agir l'an dernier, sa conclusion, c'est de dire que selon lui, l'échelon de la collectivité territoriale est le plus pertinent pour faire évoluer les comportements en matière de mobilité. Et on souscrit plutôt à ces conclusions. Pourquoi ? Parce que les collectivités territoriales sont au plus proche du terrain. En revanche, il explique que les collectivités territoriales doivent trouver un juste équilibre entre, d'une part, faire confiance à des solutions extérieures et d'autre part, ne pas se laisser enfermer uniquement par les solutions extérieures, c'est-à-dire se les approprier. Et c'est là qu'on intervient, qu'on arrive un petit peu au cœur de mon propos pour le covoiturage du quotidien, c'est qu'on pense que là où le covoiturage du quotidien peut avoir la plus grande force, c'est quand on arrive vraiment à construire avec la collectivité un service public de covoiturage. Concrètement, un service public de covoiturage, ça va être un service de covoiturage qui va s'intéresser aux déplacements contraints, aux déplacements longs, pour lesquels il n'existe pas d'alternative efficace en transport en commun ou en mobilité douce, et qui sont des déplacements qu'on doit effectuer tous les jours pour aller travailler. Et un service public de covoiturage, c'est quelque chose qui va se construire entre un opérateur et une collectivité locale, ce qui induit ensuite que la collectivité territoriale va vraiment pouvoir déployer sa marque. Ici, on est en territoire strasbourgeois. Je vous invite à aller voir d'autres prises de parole qui présentent la façon dont Caros a construit avec l'Eurométropole de Strasbourg le service de covoiturage au top. Donc la marque, ça permet à la collectivité également d'avoir la main sur les données des usagers. Donc de vraiment considérer que le covoiturage est une brique supplémentaire dans le bouquet des mobilités. Et enfin, bien sûr, de pouvoir créer et animer une communauté, particulièrement avec les employeurs du territoire. Je voudrais continuer mon propos. Je pense que c'est à peu près la seule slide où je vais parler directement de Caros. Si vous voulez en parler davantage, je vous invite à vous joindre à nous sur notre stand juste après. On a même quelques pâtisseries si vous voulez prolonger cet échange. Moi, simplement, ce que je voulais mettre en avant, c'est que tout ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire l'héritage que le XXe siècle nous a laissé de la voiture, la nécessité d'avancer avec les collectivités, au plus près du terrain, de développer un service public de covoiturage et d'essayer d'augmenter
la désirabilité du covoiturage, c'est quelque chose que Caros a essayé d'intégrer et a essayé de formaliser dans sa mission et même dans ses statuts. Je ne sais pas si vous connaissez les sociétés à mission. C'est un statut qui est permis depuis la loi Pacte de 2019 et qui permet aux entreprises d'intégrer une mission avec des objectifs sociaux et environnementaux. Donc l'entreprise va changer ses statuts et va poursuivre un certain nombre d'objectifs sociaux et environnementaux à côté de ses objectifs économiques et financiers. C'est comme ça que je suis arrivé chez Caros. J'ai fait une mission de conseil à l'époque pour aider Caros à devenir entreprise à mission. Et Caros est entreprise à mission depuis 2024. Et la façon dont on a conçu la raison d'être de Caros, que je vais vous dévoiler juste maintenant, correspond à peu près et contient beaucoup des éléments que je vous ai racontés. Donc la mission de Caros aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle façon de covoiturer. Le covoiturage, qu'il soit informel ou même formel, ça existe depuis longtemps, mais l'enjeu, c'est vraiment de passer à l'échelle en créant une nouvelle façon de covoiturer qui soit désirable et qui soit efficace. Vraiment, l'aspect de rendre la chose désirable auprès de l'usager est absolument central. Et l'aspect de rendre, évidemment, le covoiturage efficace et central, parce qu'on veut un covoiturage qui soit fiable, qui nous apporte, par exemple, une garantie de retour, etc. Partout où cela est utile, le but, ce n'est pas que tout passe par le covoiturage du quotidien. Le but, c'est que le covoiturage constitue un morceau et un petit morceau, et même un très petit morceau la plupart du temps, du bouquet de mobilité. Parce que le plus important, ça reste le développement des transports en commun, le développement de modes alternatifs, mais le covoiturage est une bonne brique qui vient combler souvent des trous dans la raquette, si j'ose dire. Dans quel but? Dans le but à la fois d'améliorer le quotidien, donc d'améliorer le quotidien des usagers tout simplement, et d'accélérer la transition écologique qui est indispensable. En partenaire de confiance des acteurs clés dans les territoires, donc ça c'est un point très important. Caros ne va jamais, jamais, jamais aller déployer son service dans des territoires qui ne sont pas partenaires. Donc, Caros va travailler avec la collectivité, jamais malgré elle. Donc c'est toujours un projet de service public de covoiturage porté par la collectivité qui va amener Caros à développer ensuite son service avec les entreprises et les employeurs locaux pour créer une masse critique. Nous nous battons pour faire du partage des trajets une nouvelle norme des transports du quotidien. Et là, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet, c'est qu'on a encore beaucoup à faire pour rendre tout cet aspect-là désirable et pour faire en sorte que le partage des trajets, ce soit juste la nouvelle norme de demain et que ces chiffres de l'autosolisme, qui sont encore beaucoup trop hauts, arrivent à diminuer. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.